Bonjour à tous. Je suis Myriam Serach, je suis ravie de vous retrouver pour cette table ronde qu'on a voulu intergénérationnelle. Et on va commencer fort, on ne va pas commencer à discuter, on va commencer surtout à rapper. Et je vais donner tout de suite la parole à César. César qui va prendre le micro, César qui a 11 ans et demi et qui est rappeur climatique. César, c'est à toi. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes des déglingos? Ouais. Ah, c'est plutôt cool. Donc là, je vais commencer avec éco-héros, parce que le gouvernement, souvent, il dit qu'on est des éco-terroristes. Bah non, on est des éco-héros, en fait. Éco-héros. Radio ce matin, des manifestants se prennent des pains. La terre s'est arrêtée, ils essayent de la réanimer. Des mecs assermentés jettent des grenades à leurs pieds. J'habite au pays des droits de l'homme, mais je crois bien qu'ils déconnent. Des hauts gradés un peu tendus demandent des gardes à vue. Prononce la dissolution d'associations du jamais vu. L'objectif de la manœuvre, nous voir rabattus. À quoi ils ont cru, je peux t'assurer qu'ils vont être déçus. Merci pour la promo, le mouvement est de plus en plus gros. Car au final, il faut se réjouir du fait qu'ils veulent nous punir. Ça montre qu'ils ont peur de ce qui est en train de s'écrire. Ils ont peur qu'on arrive à s'unir. 15 ans d'études pour finir allongé sur la route. Les scientifiques ne savent plus comment alerter, pas de doute. Si demain tu fais partie des dommages collatéraux, prends du recul, range ton ego, regarde-les comme des héros. Wow! Si tu comprends pas ce qu'ils font, il serait peut-être temps de te remettre en question. Wow, 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 wow! Si tu comprends pas ce qu'ils font, il serait peut-être temps de te remettre en question. Wow! Si tu comprends pas ce qu'ils font, il serait peut-être temps de te remettre en question. Wow, 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 wow! Si tu comprends pas ce qu'ils font, il serait peut-être temps de te remettre en question. J'allume la radio, je monte le son, beaucoup trop d'infos, c'est le boxon. Dissolution des soulèvements de la terre, record de chaleur planétaire, dernière rénovation en audition. Activiste climat en comparution. Alors il est temps de se remettre en question. Arrête cette criminalisation et défendre la maison, parce qu'on sera peut-être les dernières générations à pouvoir vivre sur terre dans de bonnes conditions. Si dans ta tête existe gronde du bruit. Ouais. Merci César. Donc ça, c'était le premier couplet de Éco-héros. Et si vous voulez me revoir chanter, revenez le 7 juin à l'Académie du Climat pour la Nuit Blanche. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on applaudisse Jean-Josel et Mariam. Merci à toi. Merci. Dans 2 secondes, il va faire mon travail, je sens. Ben voilà, en tout cas, César a donné le la tonalité de ce qui se passe ce week-end ici à l'Académie du Climat. Et il nous donne l'envie de le suivre en fait dans son combat, dans son militantisme, dans cette fougue de cette jeunesse. Et justement, cette table ronde est vraiment une table ronde intergénérationnelle. Il nous manque un intervenant qui va arriver dans quelques minutes. En attendant, je remercie, vous le voyez, ici, à ma gauche, Jean Jouzel, climatologue, glaciologue qu'on ne présente plus. Je crois que Jean, il a un CV tellement long que j'en aurais pour 1 heure à présenter son CV et tous les prix qu'il a reçus. Jean qui se bat depuis des décennies pour sensibiliser aux conséquences du changement climatique. Donc, merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Oui. On attend également... Allez-y, applaudissez-le. Pardon. L'idée de cette table ronde, bien sûr, est de sensibiliser à l'écologie, ensemble, de sensibiliser au changement climatique, toutes générations confondues, bien évidemment, en se donnant la main, car le changement climatique exacerbe les fractures au sein de nos sociétés, et notamment entre les générations. Et l'idée, donc, cet après-midi, c'est de faire dialoguer 3
3 générations, 3 voix, 3 sensibilités, 3 engagements face à l'urgence climatique et aux défis bien, pour construire la société de demain et notamment une société soutenable d'un point de vue climatique. Et je vais commencer par une première question. Je vais me tourner vers Jean et César en attendant l'arrivée de Ferris Barka. Déjà, la première question, c'est quel regard vous avez sur votre propre génération face à l'urgence climatique? Merci d'abord, merci César, merci Myriam. Et puis bon, merci, vous avez dit Myriam que bon, je suis là au titre de scientifique, mais je suis là aussi au titre de président de Météo et Climat, donc nous co-organisons ce forum et merci à tous ceux qui y participent et qui l'ont organisé aussi. Je souhaite le dire ici parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont impliquées dans son organisation. Voilà. Alors je réponds à non, responsabilité en tout cas, peut-être. Bon, soyons clairs, quand on regarde les émissions des gaz à effet de serre. Voilà, à l'origine de ce dont on parle, César, mais tu le sais, hein, ce sont effectivement nos activités, à travers, par exemple, l'utilisation de pétrole, de gaz, mais aussi d'autres activités. Ça peut être aussi à travers notre alimentation, mais surtout, quand même, le premier responsable, c'est disons, le pétrole, le gaz, le charbon dans notre pays, les combustibles fossiles. Et quand on regarde, voilà, moi, je suis né en 1947, hein, donc ça fait assez longtemps. Mais quand on, pratiquement, ça a été largement multiplié par 10 les émissions de CO2, je crois. Hein, donc, disons, entre 1947 et aujourd'hui, c'était l'après-guerre, mais voilà, donc c'est quand même la génération, peut-être pas tout jeune, mais ce qu'on appelle les 30 glorieuses, à partir des années 70. Voilà, c'est vraiment... Alors, à cette époque-là, on pourrait peut-être dire on ne savait pas dans les années 70, ce qui est un peu inexact. Moi, disons, on a commencé à s'y intéresser dans les années 70. Mais ce qui nous interroge peut-être plus, c'est que, voilà, on arrive dans les années 90, la création du GIEC, et là, on se dit, il faut que ces émissions de gaz à effet de serre arrêtent d'augmenter. Eh bien, elles ont pratiquement doublé. Voilà. Donc, entre les années 70 et aujourd'hui, elles ont largement doublé. Elles étaient de 27 milliards de tonnes, elles sont à 60. Voilà, donc en 1947, c'était vraiment beaucoup moins. Mais voilà, depuis au moins 30 ans, ou maintenant 40 ans, on sait, depuis le rapport Charnay, 79, 45 ans, et malgré tout, malgré la certitude qu'il faut absolument diminuer nos émissions, eh bien on fait le contraire, c'est-à-dire qu'elles n'arrêtent pas d'augmenter. Alors, j'aime bien les bonnes nouvelles, peut-être, ou les moins mauvaises, c'est-à-dire qu'on vient d'apprendre que les émissions de la Chine, pour la première fois, disons que l'hiver dernier, pendant un hiver, elles ont diminué plutôt. Enfin, elles n'augmentent plus pour le moment. On verra bien si ça continue. Mais voilà, donc oui, ça, c'est ma génération, et on a effectivement beaucoup contribué, collectivement, bien sûr, à ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est là tout le problème intergénérationnel. Tu vois, j'ai mon petit-fils qui est un peu plus âgé que toi, là, qui est dans la salle. Là, il a 2 ans de plus que toi, Pierre. Mais voilà, donc voilà, on a 7 petits-enfants, tu vois, donc je me sens concerné. Enfin, voilà, ils sont... Mais c'est effectivement, oui, notre génération a une responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et la moindre des choses, c'est d'abord de l'admettre et puis de tout faire pour, effectivement, quand même que... vous-même, ta génération, vous puissiez vous adapter au réchauffement climatique dans la seconde partie de ce siècle. Et ça requiert que, dès aujourd'hui, nous diminuions nos émissions de façon rapide. Voilà, donc, c'est vraiment... voilà, donc, c'est un constat... Je veux dire, pour redire... Bon, je me sens responsable... Enfin, voilà, nous avons sorti un livre jeudi avec Claude Henry, qui est décédé depuis... les dernières semaines, et puis Alain Grandjean. Le titre, c'est « Les orphelins de la planète ». On va en parler tout à l'heure. Et la conclusion, c'est justement que vous ne deveniez pas les orphelins de la planète. Comment on doit faire pour que ta génération... Alors, toi, tu seras encore là au siècle prochain, donc certainement, je le pense, voilà. Et c'est quand même... Il faut vraiment prendre des mesures aujourd'hui pour éviter des catastrophes climatiques à la chaîne dans la deuxième partie de ce siècle et au-delà. Et toi, César, quel regard tu portes sur la génération de tes parents, de tes grands-parents? Qu'est-ce que tu as à leur dire et qu'est-ce que tu racontes dans tes chansons? En fait, la génération de mes grands-parents, il y en a
a certains qui n'étaient pas trop conscients. Et quand j'ai pris ma claque climatique, on en a parlé. Et j'ai réussi à leur faire prendre conscience. Ça prend du temps, hein, ça met à peu près 3 ans. Même pour chaque génération, mes copains aussi. Et du coup, c'est intéressant le regard qui change sur cette planète. Et aussi, je pense que pour être président, il faudra avoir des enfants ou des petits-enfants pour être conscient de ce qu'on fait. Ce que j'aime pas non plus, c'est quand un enfant demande ce qui se passe, par exemple, sur la planète, et que les gens lui répondent en disant « Non, mais tout va bien » et leur cachent tout. Alors qu'en vrai, il faut avoir une relation de confiance avec son enfant et dire tout, expliquer, et c'est comme ça qu'on pourra changer les choses. Ouais, merci à toi. Avec Féris Barka, qui va arriver tout à l'heure, qui a fondé avec l'association Banlieue Climat une école populaire avec une formation diplômante pour sensibiliser au changement climatique. Vous avez donc tous les trois en commun l'école. Tu viens de le dire, la pédagogie, c'est important. Vous aussi, Jean, oui. Vous allez souvent auprès des jeunes. Comment est-ce que vous vous adressez à eux? Souvent auprès des... Enfin, disons, quel que soit le public, j'aborde de façon différente, mais voilà, j'essaye de leur faire saisir la réalité du réchauffement climatique. Alors voilà, si je suis, disons, ça m'arrive assez souvent d'être, disons, dans le milieu agricole. Donc voilà, on parle plus de ce qu'ils vivent, disons, dans les territoires. En ville, c'est un peu différent. Si tu vis en ville, c'est le problème des îlots de chaleur, par exemple. On voit bien que c'est, disons, que chacun d'entre nous vivons... là où nous sommes, ce réchauffement climatique de façon différente. Alors, il y a des endroits où il ne faut pas non plus trop dramatiser, mais c'est vrai qu'il devient vraiment perceptible avec des conséquences déjà relativement importantes. Les vagues de chaleur, par exemple, en ville, sont difficiles. Donc, ce que j'essaye de faire, mais même si je vais dans une classe de jeunes de jeunes de ton âge, ça m'arrive, c'est de leur parler aussi de cette réalité du réchauffement à travers leur vie de tous les jours, si possible, leur faire sentir. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, si je vais dans des entreprises, eh bien, j'essaye d'aborder plus sous l'angle du secteur d'activité qui les concerne. Disons que ces conférences, mais c'est quand même toujours... bon, j'ai toujours gardé la même philosophie, peut-être sans m'en rendre compte depuis que j'ai fait des conférences il y a plus de 40 ans. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que ce problème de réchauffement climatique était un problème vraiment, disons, aux conséquences potentiellement importantes. Et malheureusement, nous avions raison, parce que, disons, quand on commençait il y a 40 ans, il n'était pas encore vraiment là, le réchauffement climatique. Conséquences importantes, mais aussi qu'on a des solutions. J'essaie toujours de dire ça. Malheureusement, les solutions, il faut s'en saisir tout de suite. C'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas... voilà, donc c'est un peu les messages que j'essaie de donner, c'est-à-dire je ne dis pas... J'essaye de ne pas exagérer les conséquences du réchauffement climatique, elles sont déjà suffisamment dramatiques comme cela, mais j'essaye toujours d'ouvrir sur la nécessité de faire cette transition et quelle est finalement cette transition. Tu la vivras, César, et tous les jeunes ici. Bon, elle peut être aussi porteuse d'une société extrêmement intéressante, donc, parce que c'est beaucoup d'innovation, de recherche, il faut... Voilà, disons, être capable de se passer de combustibles fossiles, par exemple. Comment on fait pour quand même continuer à avoir, c'est ça l'objectif de chacun, hein, disons, essayer de fournir à tous ceux qui sont sur cette planète des conditions, en tout cas, disons, vivables, et puis où les gens se sentent bien. C'est quand même ça l'objectif. Peut-être que la surconsommation des biens ne sera pas au rendez-vous, c'est très clair. Il faut aussi inviter les gens à avoir un regard... On peut parler de sobriété, mais surtout regarder à l'utilité de ce qu'on fait quelquefois. Donc voilà, ce sont des messages très simples, mais disons que j'aille dans une classe de jeunes comme toi, je me suis aussi beaucoup impliqué dans l'enseignement supérieur. J'ai coordonné un rapport sur la formation, la sensibilisation au réchauffement, à la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Donc les messages sont un peu différents, mais le cœur du message, c'est toujours celui-là. C'est-à-dire voilà, on ne fait pas assez attention à notre planète, il faut absolument en prendre soin, et c'est maintenant, si on veut, disons, garder ta capacité d'adaptation dans la deuxième partie de ce siècle, et au-delà pour toi, c'est ça. Voilà, c'est le message généralement. Et toi, César, est-ce que tu as mis en place une sorte de pédagogie autour de toi à l'école? Est-ce qu'on te parle écologie, changement climatique, en tout cas au niveau des professeurs? Est-ce qu'on t'en parle à tes copains? Qu'est-ce que tu as mis en place pour sensibiliser?
Déjà, j'ai sensibilisé mes copains. Au début, ils me disaient, mais tout aimait avec toi, c'est énervant. Après, ils me disaient, oui, bon, on prend le car, on pourrait y aller à pied, au cinéma, ok. Et maintenant, ils me disent, mais ça fait pas 3 fois qu'on a du bœuf cette semaine à la cantine. Donc, c'est une prise de conscience. Ouais. Voilà, je suis contente de cette prise de conscience, de cette évolution. Et par exemple, dans les manuels scolaires, on ne parle pas assez d'écologie, Ouais, je suis d'accord. de justice sociale. On parle, je ne crois pas en avoir entendu du colonialisme dans les manuels scolaires. Et il y a Bolloré qui est en train de racheter, qui a repris 75% des éditeurs des manuels scolaires. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a des syndicats de l'éducation nationale qui ont appelé à boycotter ces manuels scolaires. Il faudra en faire des open source pour, comme ça, amener plus de connaissances sur les sujets qui sont aussi très importants à notre survie, quoi. Il faudrait une matière changement climatique, comme il y a la géographie, les maths. Il y a SVT, mais on pourrait en parler environ. encore plus. Je pense qu'on devrait faire Est-ce que le SVT prend en compte les conséquences du changement climatique? Justement, on en parle, mais un tout petit peu, je trouve pas assez. On devrait faire des fois école dans la nature. Ouais, aussi. C'est hyper intéressant. Ouais, bien sûr. Et si tu avais une personne comme Jean Jouzel dans ta classe qui viendrait faire une conférence, qu'est-ce que tu aurais envie de lui poser comme question pour avoir des clés de compréhension? Déjà, comment il a connu ce sujet et comment il a pris sa claque climatique déjà. Mais je peux te répondre. Ouais, tiens, c'est 2 secondes. Alors, comment j'ai connu le sujet? Moi, ce qui m'a... Disons, voilà, je suis chercheur dans le domaine de l'évolution du climat, mais disons, si j'ai un domaine d'expertise, c'est les climats du passé. Tu vois, je me suis intéressé au climat du dernier million d'années. Donc, la planète, elle est là depuis 4 milliards et demi d'années. Le dernier million d'années, ça semble très long, mais c'est une toute petite partie de l'histoire de la Terre. Bon, nous, on n'était pas... disons, nos activités commencent à avoir une influence sur le climat il y a 150-200 ans. Donc, toute cette période, c'était vraiment des variations naturelles. Et moi, je me suis intéressé à travers des glaces polaires, c'est-à-dire, disons, des forages en Antarctique et au Groenland, qui nous permettent de raconter l'histoire du climat, de la composition de l'atmosphère. Et on a montré que dans le passé, justement, il y avait l'effet de serre, c'est-à-dire les variations n'étaient pas liées aux activités humaines, elles peuvent être aussi naturelles. Il y avait un lien très clair avec les variations du climat. Voilà, c'est seulement ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé dans les climats du passé, c'est en quoi ils peuvent être utiles, disons, en quoi la connaissance des climats du passé peut être utile pour mieux regarder ce vers quoi on va. Voilà, c'est un peu ça qui m'a intéressé toute ma carrière de chercheur. Et toi, comment tu as pris ta claque climatique, César? En 2020, pendant le Covid-19, il y a eu le confinement et du coup, on sortait moins de chez nous. Après, j'ai un jardin, donc j'ai de la chance et j'ai pu sortir dans le jardin. On a pu écouter des conférences de Jean-Marc Jancovici ou alors regarder le GIEC, justement. On a aussi pris conscience qu'il y a aussi de l'art aussi qui peut sensibiliser. Et du coup, on a compris par tout ça. Et du coup, en fait, les gens ont conscience du changement climatique, mais ils n'ont pas conscience de l'urgence que c'est maintenant qu'il faut agir. Et bien sûr, quand je dis maintenant, c'est pas que plus tard on ne pourra pas agir, mais c'est que plus on le fait rapidement, moins ce sera la catastrophe plus tard. Exactement. Voilà. Comment vous réagissez à son militantisme, Jean? Ça donne de l'espoir? Oui, ça donne de l'espoir. Bon, ma question par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, mais c'est vrai pour toutes les générations. Dans chaque génération, il y a une partie des jeunes ou une partie des moins jeunes. Ça sera pareil, je pense, pour la génération de Ferrat tout à l'heure. Il y a une partie des jeunes qui s'y intéressent, mais il y a vraiment une autre partie qui s'en intéresse. Et ce qui m'interroge, c'est comment on fait pour entraîner l'ensemble d'une génération. C'est ça la difficulté. Et bien sûr, c'est important. Ça peut venir des jeunes eux-mêmes qui se
se donnent la main, qui s'entraînent, voilà. Mais c'est important. Bon, c'est vrai que par rapport au climat dont on parle aujourd'hui, ta génération, vous êtes doublement concernée. Alors, vous êtes concernés par l'inaction, c'est-à-dire que si on ne fait rien aujourd'hui, vraiment les conséquences du réchauffement climatique vous seront difficiles. Je ne dis pas, ce n'est pas la fin du monde, hein, je ne veux pas dramatiser, mais ce qu'on vit aujourd'hui va s'amplifier en termes d'élévation du niveau de la mer, d'événements extrêmes. Donc si on ne fait rien aujourd'hui, disons, les conséquences du réchauffement climatique seront très largement amplifiées par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est aussi aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose, c'est-à-dire que tous les jeunes de ta génération qui est entrés dans la vie professionnelle, ou voilà, disons, il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. C'est-à-dire que quand tu rentreras dans ta vie professionnelle, je crois que quel que soit ton choix, tu pourras, disons, t'impliquer par rapport à cette lutte contre le réchauffement climatique. L'adaptation, il faut aussi s'adapter. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Mais votre génération, vous êtes à un tournant. Je veux dire, voilà, moi je suis moins, enfin, disons, ma génération, on est clairement moins concerné par les conséquences du réchauffement climatique parce qu'elles sont là, mais disons, elles seront beaucoup plus difficiles si on ne fait rien aujourd'hui pour toi. Et c'est ça qu'il faut faire, évidemment. Donc, mais ça dépend aussi de votre génération. Hein. Donc, c'est tout le monde. Enfin, la nôtre aussi, je ne rejette pas la responsabilité, mais il faut vraiment aller de l'avant. Voilà. Justement, vous évoquiez le fait de comment faire pour œuvrer tous ensemble face à l'urgence climatique. Et César faisait aussi écho à la culture. Est-ce que la culture, ce ne serait pas un bon biais pour toucher tout le monde? Vous avez fait une exposition, par exemple, à la Villette, qui s'appelle Urgence climatique. Toi, tu t'es lancé dans la chanson. Ça touche aussi plein de générations d'un coup. Ça peut être une solution, la culture? Oui, moi, j'aime bien. Bon, disons, à chaque fois qu'on me sollicite au niveau de la culture, je le fais. Je me suis pas mal impliqué, effectivement. J'étais commissaire de cette exposition Urgence climatique à la Cité des Sciences. C'est une exposition permanente, dont vous avez 10 ans pour aller la voir. Je donne un autre exemple, c'est-à-dire que je me suis pas mal impliqué aussi avec Valérie Masson-Delmotte, Luc Abadi, dans on appelle ça les 100 œuvres pour le climat, c'est-à-dire c'est le musée d'Orsay, voilà, qui a sélectionné une centaine d'œuvres qui ont un sens par rapport à, voilà, c'est plutôt le 19e siècle, mais par rapport à la pollution, par rapport à la biodiversité, par rapport au climat, voilà, et on a fait... Ferris Barca, s'il vous plaît. Oui, ouais. Merci voilà, Ferris, merci d'être avec nous. Bon, voilà, donc oui, et Ferris nous le dira aussi, mais je crois à la culture comme il faut transmettre. Il y a vraiment, bon, aussi bien j'ai été héros d'une pièce de théâtre, par exemple, je trouvais ça très bien. On cherchait Jean Jouzel partout, le climatologue, c'était les glaciers grondants, le cinéma, bien sûr, les documentaires, tout. Il y a pas, disons, il faut faire feu de tout bois. Il faut vraiment. Et là, dans le cas du musée, je vous invite à aller le voir. Si vous allez au musée d'Orsay, il y a une cinquantaine d'œuvres qui ont des petites pastilles vertes où on parle de climat. Et donc voilà, il y a aussi un très beau livre. Mais voilà le genre de choses. Enfin, je m'y implique avec plaisir à chaque fois. Ferris, justement, on évoquait la question de sensibilisation au changement climatique à travers la culture. Vous avez collaboré avec le Palais de Tokyo. Vous vous servez aussi des mangas pour parler changement climatique. Alors déjà, désolé pour le décalage horaire. C'est pas un retard, là. Effectivement, la culture, c'est important, mais c'est important comme moyen de faire ressentir des trucs. Et dans nos combats, on a besoin de faire ressentir des trucs pour commencer à participer à une forme de normalisation de nos sujets. Et effectivement, les émotions, ça fonctionne bien. Donc on a commencé avec le Palais, mais plus sur une question de réappropriation culturelle, en faisant une fausse effraction. Je ne sais pas si des gens avaient suivi ça, mais en gros, on était rentré par effraction, mais organisé, calmez-vous. Avec le directeur du Palais de Tokyo, on avait organisé une fausse effraction, et en l'occurrence, c'était pour re-questionner la question de la propriété des musées de l'art, parce que effectivement, c'est assez inquiétant de voir qu'une petite minorité peut s'accaparer des objets culturels. Et en tant que service public, en tant que mission de service public, ça pose problème qu'on ne soit pas à l'aise dans ce genre d'espace. Donc il y avait cette opération-là, mais plus largement, je vous ai parlé du musée d'Orsay, on travaille beaucoup avec eux. Et ce qui était intéressant, c'était qu'on a réussi à justement, sur les œuvres dont il parlait, les 100 œuvres pour le climat, on commence à faire des parallèles avec la question écologique. Et donc on crée une forme de légitimité dans la culture à travers l'écologie. Pourquoi? Nous, on a des jeunes qui sont formés, qui ont suivi une formation sur l'expertise scientifique, sur l'écologie tout simplement. Et donc,
quand on arrive au musée d'Orsay et qu'il y a un navelé de 1850 énorme à l'entrée, il nous montre, écoutez, ça c'est un navelé, machin, machin. Tout de suite, il y a un jeune de chez nous qui dit, je t'arrête tout de suite. Moi, je vais t'expliquer que la pollution, parce que sur le navelé, au fond à droite, il y a des nuages de pollution. Et donc, dans les années 1700-1800, quartier ouvrier, de plus en plus de pollution à cette époque-là. Et donc, les industries de métallurgie commencent à s'implanter. Et nous, on a les connaissances pour faire un parallèle entre la connaissance écologique et un tableau qui, culturellement, à la base, on s'en fout un peu. Donc, on crée des parallèles et des ponts parce qu'à la base, il y a cette légitimité sur l'écologie. Et c'était fascinant de voir parce qu'on était venu avec un groupe de 8-10 jeunes. Et à la fin de la journée, le guide servait plus à rien. C'est-à-dire qu'il y avait un gars du musée d'Orsay qui était là comme ça. Il disait, vous voulez pas aller voir? Non, non, reste à ta place, toi. Et donc c'est nous qui faisons la visite à sa place. Et c'était fascinant de voir ça. Et alors après, parfois, il y a des moments un peu drôles où il y a un jeune de chez nous qui s'appelle Hotman qui dirige notre école à Saint-Ouen, parce qu'on a ouvert une école justement pour les formations. Et donc on a ramené les jeunes les plus formés, les plus motivés au musée d'Orsay. Et ce jour-là, il y avait un tableau, et c'était un tableau, je crois, sur une sécheresse en Algérie. Et le gars qui présente le tableau dit le tableau vous parle, il vous raconte des choses. Et il y a un mec qui le regarde qui dit comment ça le tableau il me parle? Et lui il dit il te parle, enfin il te fait exprimer des trucs. Il dit mais comment ça? Et je lui réponds quoi moi au tableau? Et il y avait cette scène lunaire où même nous on a commencé à venir. Il se dit mais frérot il te parle, c'est-à-dire qu'il te fait ressentir des émotions. Et donc on n'a pas forcément l'habitude de ce genre d'espace. Les codes, ouais. Exactement, mais après, on a fait genre que c'était une blague, donc on regardait le conservateur en disant ah, il rigolait pas du tout. Mais du coup, il y avait ce truc, essayer de s'approprier les codes de ce genre d'espace à travers une expertise qu'on avait en amont, qui était en l'occurrence celle de l'écologie. Donc essayer de faire des ponts comme ça, c'est important, mais j'ai oublié ta question en fait. Non, et je parlais des mangas aussi, parce que les mangas suscitent beaucoup de succès chez les jeunes. Pourquoi avoir choisi les mangas? Je pense que ça fait partie juste des références culturelles ou symboliques qu'on utilise pour... quand on arrive à 8h du matin à Cergy, en disant on va vous parler de permafrost, de boucle de rétroaction et de particules fines, à des jeunes entre 16 et 25 ans qui en ont rien à cirer, surtout que c'est pas rien à cirer, c'est qu'il y a une hostilité. Il faut vraiment pas sous-estimer la connotation des mots. Je dis conférence sur l'écologie au même endroit, même sujet à la Sorbonne, déjà ils vont dire ouais c'est bien ça. Raconte-moi des trucs. Et il y a la même chose, la même thématique, les mêmes mots vont être entendus, écoutés, accueillis différemment. Et donc, cette connotation-là fait qu'il y a une forme d'hostilité de base qui s'installe. Qu'est-ce que tu me racontes l'écologie? Moi, je suis un ours polaire, moi. Donc, du coup, ça devient compliqué. Au point où il y a des jeunes qui sont mobilisés en leur faisant croire qu'il y a des tournois de foot. Donc, on leur dit, il y a un tournoi de foot, venez. Donc, ils ont des crampons, ils viennent en crampons comme ça. Le 8h du matin, je les regarde. Ils me regardent. Je dis, mais c'est pas ça du tout, le plan de la journée, là. Et ils ont trop les nerfs. Et à la fin, ils comprennent, ils sont engagés, etc. Donc au début, il y a une forme d'hostilité. Donc pour essayer de casser ça, on en vient à la question des références qu'on utilise, dont les mangas, qui sont, mais il n'y a pas que ça, qui sont une forme de moyen pour créer une forme de proximité avec les jeunes. Mais en réalité, on n'a pas forcément toujours besoin de ça, parce que notre manière même de former, l'incarnation, l'identification qu'on va essayer de mettre en place, c'est hyper important, mais c'est une question de vecteur en fait. Donc effectivement, si tu prends ce qui intéresse les jeunes, ou ce qui est moins... hostile dans leur esprit, tu vas pouvoir faire passer des messages. Et je pense qu'un des grands dangers aujourd'hui, c'est que l'écologie a été peut-être monopolisée ou mal incarnée beaucoup trop longtemps. On fait comme si c'était un sujet nouveau qui arrive, du CO2, oh la pagaille. Mais non, parce que depuis les années 70, on sait que c'est compliqué. Déjà avant, il y avait des problèmes de santé, il y avait une définition médicale de l'environnement des années 1800, 1900 en France. Donc c'est un sujet connu depuis bien longtemps. Et quand en 2003, 2004, 2005, il y a des problèmes de rénovation thermique des bâtiments et qu'il y a des gens meurent, c'est une violence symbolique énorme de dire 10 ans plus tard, ah ouais, l'ANRU, faudrait que vous rénoviez plus de trucs. Ouais, mais pourquoi t'as pas dit ça il y a 10 ans? Il y a des gens qui sont morts avant. Donc faire comme si c'était nouveau, comme si c'était dangereux tout de suite parce qu'il y a quelques blancs qui ont vécu des inondations, non, tranquille. Il faut réussir à refaire en sorte que ce soit un sujet qui soit central, effectivement, mais qu'il a toujours été pour déjà des gens tous les jours. C'est pas qu'une question de CO2, c'est une question de dignité. Et une fois qu'on replace le sujet, eh ben, on peut essayer de casser parfois cet éloignement qui a été construit depuis trop longtemps. Alors Ferry, juste avant que vous arriviez, on parlait justement pédagogie. On va retourner un chouïa en arrière. Et juste pour dire que vous êtes le cofondateur de Banlieue Climat. Et vous avez fondé donc cette école populaire pour sensibiliser au changement climatique. Juste racontez-nous la genèse de cette idée et comment ça se passe en fait.
Alors ouais, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a monté le climat et l'idée ça a été de repartir de l'expertise scientifique en disant il nous faut recréer la légitimité sur ces questions parce que sinon on va pas réussir à être entendu, à être crédible. Et donc cette crédibilité elle est passée par une formation au début. On est à Saint-Denis là, hein, c'est ça? On est à Strasbourg. Ah, Strasbourg. Ah ouais. Ouais, même pas l'école, juste une cage d'escalier là. Il y a 2 ans et demi, il n'y avait pas d'école, rien du tout. On est juste en train de réfléchir à se dire putain, c'est chaud ce qui se passe. Il y a des gens qui sont en train de mourir de cancer près de nous et il faut réussir à. Moi, j'avais une colère que je voulais partager à la base, c'est que je me suis senti un peu seul quand il y a des gens autour de toi qui ont des maladies et que la seule réponse que tu reçois c'est le mektoub. Je dis mais attends, il y a un truc qui s'appelle les causes quand même et les causes elles sont objectifiables, elles sont scientifiques, elles existent. Donc ces causes-là, on essaie de remonter à elles. On a monté une formation avec le ministère de l'enseignement supérieur. Et cette formation-là a été certifiée assez vite, parce qu'on les a harcelés, tout simplement. Et 5 mois plus tard, on a reçu une certification. Et puis, on a fait des formations à Bagnolet, à Cergy, en Ile-de-France, parce que j'ai cofondé ça avec Sana, Abdelali et Sefiou, qui sont 3 cofondateurs qui viennent plus d'Ile-de-France que moi. Enfin, ils habitent là-bas, quoi. Et donc, moi, du coup, je suis venu avec mon équipe strasbourgeoise, eux avec Paris. Et puis on est parti dans plein de villes en France avec un modèle économique. Les villes achètent la formation, les jeunes sont rémunérés, enfin les jeunes sont formés et les jeunes qui sont ensuite deviennent formateurs sont rémunérés pour faire la formation. Je sais pas si c'était clair, mais en gros tu es formé et si tu es motivé tu deviens formateur et après tu es rémunéré pour dispenser des formations. 100 jeunes ont été formés à la Paillade, donc la ville de Montpellier achète la formation et c'est comme ça que ça se développe. Et c'est une formation qui est reconnue. Voilà, par le ministère et puis au fur et à mesure on s'est dit qu'il nous fallait un lieu, qu'il nous fallait une école, qu'il fallait qu'on s'implante quelque part et puis Saint-Ouen s'est proposé à nous. Et on s'est implanté et maintenant on fait nos formations là-bas et on essaye de développer d'autres modules, notamment en lien avec le droit et l'environnement parce qu'il y a des questions législatives qu'il faut qu'on maîtrise à tout prix, que ce soit en termes de violence policière ou en termes juste de droit tout simplement, environnemental qui sont nécessaires. Et ces jeunes ont entre 16 et 25 ans. Vous allez les chercher ou c'est eux qui viennent s'inscrire à l'école? Est-ce qu'ils ont déjà une appétence pour le climat, le changement climatique, ses conséquences, l'environnement? C'est une bonne question. En fait, à la base, comme je te disais, pas du tout. Parce qu'on carrément, on leur ment avec un tournoi de foot pour qu'ils viennent. Donc c'est compliqué de les faire venir. Donc nous, les jeunes qui ont déjà une appétence nous intéressent beaucoup moins. Parce que le but, c'est de faire des ponts. Ça veut dire que si tu n'en as rien à cirer, ok, là, tu m'intéresses. Donc c'est ces jeunes-là qu'on cherche. Mais avec peut-être un peu parfois l'exposition ou les médias ou quoi que ce soit, il y a d'autres types de profils qui s'intéressent aussi à nous. Donc c'est un peu mixte. Il y a des jeunes qui sont parfois déjà intéressés et qui viennent et qu'on accueille pour faire nos formations ou qui deviennent formateurs. Là, il y a une session de formation de formateurs qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ou parfois, il y a des jeunes qui sont qu'on est venu aller chercher. En fait, c'est pas qu'ils sont venus, on est allé les chercher. Ça, c'est un temps, ça s'appelle du community organizing. C'est théorie de Marshall Gans, etc. Je ne sais pas si ça parle à certains, notamment pour que Obama réussisse les élections. Et c'est en gros comment tu outils des communautés pour qu'elles-mêmes s'approprient un sujet sans que tu sois besoin d'être là à chaque fois partout. Donc c'est des stratégies qui sont longues, qui prennent du temps, mais tu prends 3-4 jours à Montpellier, tu traînes avec des jeunes, tu leur dis écoutez, ok, qu'est-ce que tu racontes toi, t'en es comment dans ta vie, réinsertion, ok ça marche, viens samedi prochain il y a une formation, et puis tu fais un travail de longue haleine avec eux, et ça prend du temps, mais du coup tu vas les chercher, et le but nous c'est ça, l'objectif premier c'est d'aller chercher des jeunes qui sont éloignés, qui en ont rien à foutre. Et parfois il y a d'autres jeunes qui ont fait des ponts avec des gens qui sont déjà dans le milieu ou qui sont déjà intéressés. Et après, ils en ressortent transformés. Alors, intéressés déjà, certains transformés, oui, il y a des parcours qui sont absolument incroyables. On a un jeune qui est salarié chez nous maintenant qui s'appelle Aymen. Ça fait longtemps qu'il est salarié chez nous maintenant, mais parcours de vie très très compliqué en prison il y a encore 1 an et demi et qui se retrouve maintenant à former à l'Assemblée nationale, à faire des projets assez incroyables. Et donc, c'est des parcours comme ça qui permettent aussi d'incarner correctement. Moi, je ne connais pas cette réalité-là. Si demain, on va aller former des repris de justice ou des jeunes qui ont des casiers ou juste faire des formations en prison, eh ben, on a besoin de ce genre de profils qui vont être en mesure de faciliter le pont. Et dans ce cas, les références dont tu parlais, eh ben, ça va être d'autres références qui vont être mobilisées. Mais c'est parce qu'en fait, on cible un maximum parce que je pense que l'éducation a de plus en plus c'est un souci d'incarnation, quoi. Ferris, est-ce que tu connais César? J'ai déjà croisé César sur les réseaux, je pense. César, voilà, il est militant, ou sur Skyrock, je sais plus. Il est militant et rappeur climatique. Il nous a fait un petit rap tout à l'heure. Mais il va recommencer puisque tu n'étais pas là. Tu vas recommencer après, non? Un petit rap. Allez, on a envie de s'il a envie, il faut pas le... Il a toujours envie, César. Et donc, je sais que tu avais un projet, parce qu'il est au collège, je sais que tu avais un projet de mettre en place avec le ministère de l'Éducation le brevet vert. Ouais, c'est galère. Où ça? C'est galère. L'éducation nationale ne nous répond pas trop. Donc nous, on a beaucoup bossé avec le ministère de l'Enseignement supérieur parce que
on leur a pas trop laissé le choix, mais Éducation nationale, ils ont compris la douille, donc ils nous esquivent. Voilà, on est là. Tu vois, peut-être qu'un jour, César, tu passeras le brevet vert. Ouais, peut-être. Mais c'est pourquoi t'as quel âge, toi? Moi? Non. Moi, j'ai 12 ans. 12 ans, ok. T'as bientôt le bac, la classe. Le brevet et tout, Il est en sixième, il est en sixième. T'as le permis? Ah, ok. On parlait pédagogie, justement, juste avant ton arrivée. La pédagogie, c'est important, la patience. Moi, je vois Jean Jouzel, qui a mis des décennies et des décennies, qui a fait face à du mépris, à des agressions, à des climato-sceptiques. Il n'a jamais baissé les bras. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours, tu as envie de baisser les bras? Tous les jours. Tous les jours, en vrai de vrai, mais... Ouais, bah, c'est tout. Enfin, c'est compliqué, en vrai, mais c'est pas... C'est d'autres enjeux. Je pense que là, il y a un enjeu plus d'audibilité ou de moment quand tu viens un peu trop tôt avec quelque chose. Moi, c'est pas les mêmes problématiques. C'est plus... Nous, on vient pas réparer le monde. On vient se réparer nous-mêmes. Et donc, du coup, parfois, il y a des problèmes qu'on a en interne, des problèmes où des jeunes, tu veux les sortir d'une certaine situation, mais ils se retrouvent à vendre de l'héroïne la semaine d'après. Enfin, c'est des trucs un peu compliqués, tu vois, qu'il faut prendre en compte quand on essaie de faire ce travail-là de terrain. Et donc, c'est juste des trucs de fatigue, parce que c'est des gestions humaines, des trajectoires de vie qui sont compliquées. Là où je pense que Jean Jouzel, c'était plus... on vient avec une vérité que personne ne veut entendre, et comment on la crédibilise un maximum, comment on se fait écouter, comment on la justifie. Tu as des justifications scientifiques devant toi, et les gens ne veulent pas la regarder, donc même tu remets en question la vérité, je pense que tu deviens fou. Regardez les cheveux blancs, enfin voilà, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte, alors que nous, c'était plus des trucs de c'est fatigant, il y a des jeunes, encore en ce moment, devant notre école, qui se font contrôler par la police systématiquement, qui se font déchirer leurs habits, parce que un des jeunes qui est directeur de l'école, contrôle sur contrôle tous les jours, il regarde son casier judiciaire, il dit mais toi t'es pas directeur d'école, toi t'es un criminel. Et donc du coup il y a un truc de crédibilité on n'y arrive jamais, parce que même quand on essaie de faire des choses bien, on nous renvoie à ce qu'on est et pas à ce qu'on fait, et ça c'est problématique. Donc c'est plus des trucs comme ça qui donnent envie de tout arrêter. Et c'est pour ça que je dis qu'on a souvent envie d'abandonner, mais c'est pas forcément pour les mêmes raisons que d'autres. Il ne faut pas abandonner, Ferris. Merci à Ferris, parce que c'est très simple. Bon, c'est très bien cette initiative. Il faut absolument faire autre chose, tout simplement. Alors, l'éducation nationale, on en a parlé avec Myriam, il faut qu'elle se bouge aussi un peu, parce qu'on a un peu de mal à l'accrocher à ces aspects environnementaux. Cette nouvelle réalité. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir aussi beaucoup de dynamisme autour, à travers la culture, à travers vraiment tout est vraiment, disons, louable. Disons, dans notre association, on a aussi la tournée du climat et de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers les jeunes, vers le grand public en général. Il faut absolument dire et redire ce que nous vivons. Et disons, pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, c'est vrai que j'ai fait face tout au long de ma carrière à du scepticisme, mais c'est encore plus terrible aujourd'hui avec Donald Trump, il y a un mépris de la science qui est en train de se mettre en place dans certaines, au niveau de certains de nos dirigeants, et qui moi, m'interroge encore au-delà du fait de remettre en cause la réalité du réchauffement climatique. C'est même, disons, la confiance dans la science qu'on essaye de faire perdre à beaucoup voilà, donc c'est, par exemple, une des questions qui m'interroge, c'est aussi le climato-scepticisme qui monte sur les réseaux sociaux, semble-t-il. Donc c'est ce que disait et qui sont très organisés. Voilà, ce qui sont très organisés. Donc oui, ça m'interroge encore. J'ai vécu ça, mais on a encore beaucoup à faire par rapport à la fois ce climato-scepticisme, mais aussi plus généralement la négation de la vérité scientifique, d'une approche scientifique. Une approche scientifique ne veut pas dire il faut absolument convaincre, il faut discuter. Ça ne veut surtout pas dire, disons, il faut laisser la place à la discussion. Mais à un moment, il faut aussi admettre les arguments de l'autre. Et voilà. Et je regrette que cette démarche scientifique soit pour le moment, disons, mise à mal. Voilà. J'espère que nous reviendrons sur des voies plus saines. Alors Jean, tu viens de l'évoquer, tu viens de parler de Donald Trump, et c'est vrai que les politiques écologiques reculent un petit peu partout sur la planète. Quand on a 11 ans et demi, ça t'inquiète, César, le fait que les politiques reculent?
Comment dire? En fait, j'essaye toujours de rester positif pour ne pas devenir éco-anxieux. Et oui, ça m'inquiète quand même. Et j'essaye j'essaye d'en parler aussi autour de moi, à mes copains, des fois aussi. Et souvent, des adultes aussi qui me disent « Mais la politique, c'est pas pour les enfants. » Et je sais pas si vous connaissez l'enfantisme. C'est comme le féminisme, mais pour les enfants. Et par exemple, quand on leur ment, c'est de la misopédie, c'est comme la misogynie. Et c'est pour ça que, non, tout le monde a sa place. Et oui, du coup, j'essaye de pas perdre espoir, en fait. Et je me dis qu'on y arrivera. Voilà, et en Mais ça veut continuant dire à que, écrire. ouais, tu es d'accord pour que même un jeune comme toi peut s'intéresser à ce qui se passe au niveau politique. Oui, voilà, Oui, c'est exactement. bien cela qu'il faut. Oui, parce que moi, je pense que c'est important aussi. À tout âge, on peut s'y intéresser. Tu as tout à fait raison, je pense. Ouais. Oui, puis comme il dit là, ce que dit César depuis tout à l'heure, c'est qu'en tant qu'enfant, il a du mal à être écouté oui, on le des prend pas, ça. adultes. Même dire qu'on s'y intéresse semble, disons, ne semble pas normal. Alors qu'on peut être tout jeune et s'intéresser aussi à la politique, à ce qui nous entoure. C'est ça, la politique, au monde qui nous entoure. Moi, j'ai une question pour Ferris. Qu'est-ce que tu as demandé à ton président? J'ai vu là. Redis-nous ce que tu lui as demandé. Oui, cette semaine, tu as été sélectionné pour interviewer Emmanuel Macron, qui t'a fait une réponse un peu alambiquée, on va dire. Non, c'est vrai que j'avais pas capté que j'étais la seule question. Donc c'est catastrophique un peu. Le frérot, il a pas. On va rappeler aux gens justement quelle était ta question. Ouais, Emmanuel Macron. en gros, il y a TF1, ils m'ont demandé une question sur l'écologie. Et en même temps, il y avait un débat de ne pas faire le jeu de cette mise en scène-là. Et pour autant, il fallait placer nos sujets. Donc du coup, à la fin, moi, j'ai commencé à parler de tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas vraiment de cohérence dans ma question. Il y avait à la fois le fait qu'il ne fallait pas que l'écologie soit un facteur d'éloignement et réplique des enjeux de domination entre les classes sociales, notamment sur la question de la pollution, les déserts médicaux, dans la ruralité, dans les quartiers populaires. Donc essayer d'élargir là-dessus. Ensuite, je ne sais pas comment j'ai fait, je suis atterri sur... les océans. Même pas, c'est encore pire. Ah. C'est que j'ai atterri d'abord sur les mines de cobalt et de lithium. Ah oui, c'est vrai. Mais il y avait une logique sur le coup. Je ne l'ai plus là, mais il y en avait une. Donc sur des mines de cobalt et de lithium pour dire qu'en fait on finance une transition en Europe, mais qui repose sur fracasser des pays dans le sud, pardon. Donc en fait c'est une démarche presque néocoloniale qui n'a pas trop de sens parce qu'il y a un droit à polluer en Europe qui ensuite se réplique là-bas. Et donc nous on parle d'entrepreneuriat, de je ne sais pas quoi pour les pays européens, tandis que eux ils voient juste leurs ressources et leur vie se faire détruire. Donc il y avait ça qui était à nouveau, je pense, dans ma logique, de voir une forme de nouvelle violence en rapport avec l'écologie. Et donc, un moyen d'essayer de mettre un peu la justice et les océans et le climat de manière générale ensemble, c'était une annonce qui pourrait prendre de manière assez simple, mais qu'il n'a pas pris, sur les aires marines protégées. Alors là, encore une fois, je ne sais pas comment j'ai fait le parallèle, mais il y avait des pêcheurs sénégalais qui étaient dans mon histoire. Et là, il était en PLS, là. Ouais, voilà. Là, je crois qu'il était en PLS. Mais à la fin, ça finissait avec est-ce que vous allez, oui ou non, à décider d'interdire l'échalotage et les méthodes de pêche destructrices dans les aires marines protégées, donc à peu près 30% de nos océans. Et il a dit un peu n'importe quoi en disant que c'était déjà le cas et qu'on allait faire plus, mais que ça existait déjà. Donc voilà, après, on a fait une vidéo avec L'air nous vient de Bloom pour expliquer que c'était faux. Mais vous avez une expression pour ça? L'espistémologie de l'ignorance. Exactement, ouais. Hein? Ouais. Expliquez-nous ça. Non, ça c'est intéressant ça. C'est un champ d'études, mais waouh, où tu trouves ça toi? Je travaille. Ah ouais. C'est un champ d'études qui se développe de plus en plus aux États-Unis, qui s'appelle l'épistémologie de l'ignorance. Donc en fait, c'est comment l'ignorance n'est pas passive, mais elle est produite. Donc là, ça a été beaucoup étudié par Robert Proctor et des historiens, notamment pendant la question des cigarettiers, qui à l'époque produisaient de l'ignorance sur les effets du tabac et des cancers potentiels. Donc on crée des études pour dire oui, le tabagisme crée des cancers des poumons, mais cette chaise aussi a un jour fait un cancer. Donc en fait, on crée plein de facteurs multifactoriels pour essayer de noyer le poisson en disant que les cigarettes, c'était pas si dangereux. Donc à la base, c'est né comme ça. Et puis après, ça a été repris par plein de choses. Et de plus en plus, on voit que cette ignorance-là, elle éloigne beaucoup. Donc c'est une question de méfiance.
C'est-à-dire qu'à terme, tu ne sais plus ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais surtout, ça crée une forme de relativisme des enjeux. Ça veut dire que quand on parle de pollution de l'air, 9 millions de morts, on va parler d'externalités négatives. Donc d'un coup, ça relativise la dinguerie du propos. Ouais, mais c'est une externalité, c'est une conséquence, c'est pas si grave. Et donc, petit à petit, on s'habitue à une forme de violence. Et donc, même quand on parle d'un enfant en RDC dans une mine que tu vas voir, cette violence-là, tu vas pouvoir... On participe tous à ça. J'ai un téléphone, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas dans une forme de surresponsabilisation individuelle, ça serait pas de sens. Mais en tout cas, on participe tous à ça. Mais quand tu vois cette image de violence, quelque part, tu peux trouver une raison pour son existence. Son existence sert à un système dans lequel on participe, et quelque part notre cerveau s'habitue et se désensibilise. Et cette désensibilisation-là, elle est à la fois très dangereuse, et elle part du principe qu'en fait, c'est pas les États qui sont violents. Les États sont la violence. C'est pas, ils sont violents, c'est-à-dire qu'ils ont légalisé, ils ont rendu normal dans les textes, dans des lois, dans des traités entre pays. Après la colonisation, il y avait des traités d'indépendance qui font qu'il y a des pays qui sont obligés de payer les frais de décolonisation de leur colonie. Enfin, je ne sais pas si vous captez le délire, quoi. Donc, ils sont en train de demander leur indépendance et c'est eux qui doivent payer. Donc, c'est ça qui fait que ces États-là sont dans une forme de violence intégrale, mais qu'on a nous-mêmes intégré et normalisé. Et je finirai par la question des mots et du langage. Ça passe par là. Ça veut dire que j'écoutais Sandra Lucbert. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Sandra Lucbert, personne? C'est une psychanalyste qui a écrit un livre Pulsion avec Frédéric Lordon il n'y a pas longtemps pour expliquer à quel point on était de manière pulsionnelle régi par les structures du capitalisme. Ces structures-là, à travers les mots, à travers les réseaux sociaux, à travers la musique, font en sorte que ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, nos préférences, notre manière de voir la vie, commence à être colonisée par ces imaginaires-là, ce qui fait que même l'idée même de résister devient de plus en plus compliquée à s'intégrer, et les moyens même de résistance, on manque de créativité. Vous voyez bien qu'on fait une grève, une manif, une pétition, quand on veut résister. Et si on résiste contre la réforme des retraites, on va appeler une victoire une résistance. Alors que ce n'est pas une victoire. Admettons, la réforme des retraites est abandonnée. Ok, on a réussi, on est allé manifester, on a crié assez fort. Macron, il s'est dit, vas-y, ça marche, je l'enlève. Ça, on va l'appeler victoire. Alors qu'en fait, c'est juste l'état normal de 2 semaines avant, mais qu'on a réussi à rééquilibrer. Donc c'est pas une victoire. Mais même dans notre logiciel à nous, le fait de gagner quelque chose, on n'arrive même plus à faire des propositions qui permettraient de gagner quelque chose. Et donc tout ce champ lexical, toute cette imprégnation un peu de défaite et de militantisme sans créativité, c'est aussi un fruit et une stratégie qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on est malheureusement très souvent bloqué dans des schémas. Mais c'est parce que c'est volontaire, c'est créé, et c'est pas inéluctable, mais il faut comprendre que même nos propres cerveaux sont imprégnés, quoi. Ça m'amène à la question justement du traitement médiatique concernant le changement climatique. Est-ce que ce traitement climatique est fait pour toutes les générations? Est-ce que toi, tu arrives à trouver des informations pour ton âge? Toi, Féris, qu'est-ce que tu en penses justement? Et Jean, on est passé de rien à beaucoup. Est-ce que les journalistes font bien leur travail? Est-ce qu'on parle correctement du changement climatique dans le but de sensibiliser et peut-être changer nos habitudes? Je trouve qu'aussi, j'ai plus le mot en tête. Les médias, Est-ce que tu trouves que les médias arrivent à s'adresser aux jeunes qui ont ton âge? on les cache un peu. Enfin, je trouve qu'on médiatise encore pas assez. Et aussi, par exemple, à la télé. Enfin, moi, j'ai pas de télé, mais j'ai des copains qui me disent ah ouais, il y a eu ça sur l'écologie. Mais ils en parlent pas énormément, en fait, de l'écologie, par exemple. Il y a CNews, qui est une chaîne d'extrême droite avec Cyril Hanouna, et qui parle pas du tout d'écologie. Et ça par exemple, on pourrait le remplacer. Bon, je crois que c'est fait. Hein. C'est fait, ouais. Je crois qu'il y a donc il y a encore des progrès à faire pour s'adresser aux jeunes de ton âge, ouais. César, c'est ça? C'est ça. Oui. Jean? Oui, moi déjà, je voudrais saluer quand même, Myriam, puisque tu es là quand même. J'apprécie beaucoup, disons, la démarche qui nous a fait passer de présentateur météo qui nous parlait que de météo, du temps qu'il va faire à météo et climat.
Moi, je trouve ça très bien, voilà. Donc, on peut les féliciter hein, quand même. Bon, merci pour tout ce que vous faites, Myriam. Donc, non, franchement. Maintenant, je partage avec Ferris. Nous, on parle de semeur de doute. Ça a été vraiment l'ignorance. Voilà. Donc, notre fils travaille dans le domaine des phytosanitaires. C'est le même problème. C'est le problème de semeur de doute. Et ça, vraiment, ça pose des questions. Donc, c'est là que les médias vous jouent un rôle très important. Honnêtement, tu as mentionné quelques médias qui sont un peu à la traîne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, les problèmes, ce dont on parle aujourd'hui, c'est relativement bien traité dans les médias nationaux, je dirais. Globalement, je n'ai pas l'impression que les interviews qu'on a, on en parle suffisamment. Certains disent on en parle trop d'ailleurs, mais je ne vais pas me plaindre des médias, mais voilà, c'est comment... ma difficulté, c'est comment on touche... le problème, c'est que... Le Monde, ils sont très bons, d'autres journaux, mais... Ferris, tu ne vas plus lire les journaux. Ferris, oui, les jeunes qui ont donc, plutôt une vingtaine d'années. Tu regardes les réseaux sociaux, c'est ça le problème. Voilà. C'est-à-dire que l'information, maintenant, quand on parle de médias, France TV... les médias mainstream. C'est d'autres médias dont on peut parler maintenant, les réseaux sociaux. Quand on a 20 ans et qu'on est sur les réseaux sociaux... Alors, il y a des médias mainstream qui sont quand même sur les réseaux sociaux et qui font des trucs chouettes. Il y a même de nouveaux médias qui existent que sur les réseaux sociaux, comme Reporter, Bon Pote, etc., qui sont très sympas. Toi, tu utilises aussi, Ferris, les réseaux sociaux pour communiquer? Oui, bien sûr. Après, c'est pour ça que les réseaux, c'est pas comparable aux médias, parce que les réseaux, c'est un moyen... C'est-à-dire que c'est... Comment dire ? C'est qu'un outil. Ça veut dire que si tu as des journalistes ou des personnes qui vont faire le taf dessus, c'est ce qu'on en fait. Donc, comment on traite ça? Il faut partir du point de départ de qui est-ce qui est regardé sur les réseaux le plus. Sur Snap, c'est Nasdaq. Nasdaq, je ne l'ai pas trop vu parler d'écologie récemment. Je sais pas si c'est qui Nasdaq? T'as pas envie de savoir qui c'est? Non, c'est un influenceur qui fait beaucoup de stories sur Snap et maintenant qui va sur Twitch, qui est plutôt drôle. Enfin, je sais pas, je rate pas trop, mais en tout cas, c'est une sorte de nouvelle télé-réalité sur Snap, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est que les plus visibles voilà. sur les réseaux parlent pas d'écologie. C'est ça. Donc lui, il y a Squeezie sur YouTube qui fait les meilleures stats. Il y a Inoxtag qui est pas mal aussi sur YouTube et qui a fait un documentaire sur l'Everest, mais qui en parle. Il n'a pas les codes, il n'a pas les. Voilà, donc en fait, on est sur des gens qui vont aller sur les réseaux, qui sont des journalistes, qui ont les codes, les connaissances, tout ce qu'il faut, mais qui ne sont pas regardés, et des gens qui sont très regardés, mais qui n'ont pas les connaissances. Donc en fait, en l'occurrence, sur les réseaux, il y a juste un souci de qui est-ce qui est le plus regardé et qui est-ce qui est le plus attrayant pour les jeunes. Et donc, à nouveau, il faut se poser la question de qui est-ce qui incarne. Et donc cette incarnation-là sur les réseaux sociaux, elle est soit mal faite, soit il faut former les plus... Tu dis qu'ils ne sont pas écoutés, mais moi j'ai compris que dans nos domaines, malheureusement, un des plus écoutés, c'est un apologiste du climato-scepticisme. Je ne sais plus son nom, donc on en a parlé récemment. Donc je ne sais plus son nom, mais il y a quelqu'un qui parle très à fond, vraiment climato-sceptique, et qui a une bonne audience. Qui a beaucoup de followers, comme tu dis. Voilà, donc je ne sais plus son nom, mais ça m'a marqué. Non, mais en réalité, il y a que ce soit des gens climato-sceptiques ou des gens qui sont sur les sujets climat, écologie, il y en a qui font des stats qui sont vus, c'est pas ça le problème. Je pense, moi j'essaie de parler de ceux qui sont en mesure de toucher la masse de manière générale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une forme de biais de confirmation où tu viens chercher une information parce que tu es climato-sceptique à la base, tu dis on me ment, je vais aller chercher l'information chez lui, ou au contraire, je suis un écolo, j'ai envie de défendre les océans et les algues, donc je vais écouter Claire Douvian. Non, c'est à la base, quand tu es à peu près dépolitisé ou loin de ces sujets-là, qui est-ce que tu écoutes? Régulièrement, c'est des gens qui sont également dépolitisés ou en tout cas pas engagés sur ces questions. Et donc, ça devient compliqué d'avoir des relais de confiance parce que même eux, parce qu'ils n'existent pas en fait. Si tu commences à exister un peu trop, tu deviens un peu niche. Donc en fait, c'est juste une question de à quel point on élargit le truc et est-ce que vraiment on a besoin d'élargir? Est-ce qu'une minorité qui s'intéresse suffirait pas pour faire des changements assez importants? Peut-être, c'est juste une question de manière après, comment c'est relayé, comment c'est présenté. J'ai l'impression que nous, par exemple, on a été face à cette question parce que y a eu des actions, notamment cet été, pendant les élections législatives, où il fallait commencer à porter un autre discours, en tout cas, nous, pour les quartiers populaires, sur le fait d'aller voter. Il
il y avait un problème, en tout cas selon moi, de venir dire à des gens qui ont été délaissés, qu'on n'a jamais calculé, là on a besoin de vous, votez, la maison brûle. Oui, mon poteau, la maison, elle a déjà brûlé pour moi depuis longtemps. Donc il y avait un discours qui était problématique à la base. Et donc nous, on a porté autre chose pendant 1 ou 2 semaines pendant les élections. On a fait 2-3 actions. Et il y a eu une grosse audience, mais en quelques semaines, des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont venues, dont des profils d'influenceurs ou quoi, qui ont repartagé ce qu'on faisait. Mais parce qu'ils trouvaient ça peut-être un peu stylé, un peu cool, comment on le faisait. Et donc, il y avait à nouveau cette question de l'incarnation qu'il fallait un peu changer, parce que le discours un peu mainstream, qui était juste de dire « les banlieues vont pas voter, c'est à cause de vous, si on perd ou si l'extrême droite passe », c'était à un moment donné inaudible. Alors comment on fait pour s'adresser aux jeunes qui passent leur temps justement sur TikTok ou sur Insta ou sur Snapchat? Comment est-ce qu'on fait pour les attraper? C'est quoi la solution? En fait, c'est vraiment un mix entre il faut les attraper et les guérir. Parce que si tu veux juste les attraper, tu vas faire des vidéos de 1 minute 30 où tu vas rien dire. Et il y a 20 milliards de moyens de les attraper. Mais est-ce que pour le sujet que tu veux, la complexité que tu veux apporter, les idées et potentiellement la lutte qu'il faut aller mettre dans leur esprit, tu peux le faire selon les codes. Donc c'est vrai que c'est un mixte à la fois s'insérer, mais pas trop. Il faut être dans le truc en disant on est sur les réseaux, on a les mêmes références, les mangas, les trucs, les machins, on comprend, mais garde la pêche. Parce que tu commences à être bousillé aussi du cerveau, donc il faut réussir à faire sortir ces gens-là. C'est pour ça que nous, on prend la science, on prend la connaissance, c'est une formation de 8 heures. 8 heures de formation pour des jeunes qui sont déscolarisés depuis 14 ans. Bien sûr qu'à la base, ça leur dit mais j'ai pas envie d'écouter ça, tu vois. Donc on vient recréer, on vient réapprendre à des moments à se réintéresser, à remettre de la complexité là où elle commence à disparaître, parce qu'à nouveau, ça fait partie des stratégies d'abrutissement un peu total qu'on peut retrouver, que ce soit sur les réseaux, mais pas que en fait. Et ça, c'est un jeu d'équilibriste qui est compliqué entre trouver les codes et les références qui vont attirer parce qu'elles sont nécessaires, et parce que quand tu es trop déconnecté, tu finis avec des plateaux télé qui intéressent personne, et en même temps, avoir cette capacité de remettre de l'exigence, parce que sinon, on ne sera pas à la hauteur, tout simplement. Parce que si tu as réussi à intéresser tout le monde, toute la France te suit, mais c'est des bras cassés, c'est chaud. Parce que le prochain Gugus qui te dit bah, en fait, le problème, c'est pas le climat, mais c'est le voile, et ben, tu vas pouvoir embarquer la même population de personnes, mais contre le voile, de la même manière. Parce que du coup, il n'y aura pas d'exigence ou de connaissance ou de fond. Et du coup, tu finis avec Bardella, quoi. Le mec qui a fait un raccourci de fou. Bardella, il l'a. La France, elle explose, tout ça. Donc toi, César, on avait bien compris, il te manque un peu de nourriture spirituelle, notamment dans les manuels scolaires. Ça, tu trouves qu'on ne parle pas assez d'écologie. T'as pas la télé. Bon, c'est pas plus mal, hein, c'est pas grave. Comme ça, tu choisis toi-même les programmes que tu as envie de regarder. Et puis, ah oui, en plus, tu peux même pas me voir. Le JT météo climat. Papa, faut acheter une télé, juste la mettre à mon horaire. Voilà. Et donc, du coup, bah, tu as choisi un moyen en fait, de communiquer, de t'adresser, c'était d'écrire des morceaux. Tu les écris tout seul? Alors, on les écrit tous les deux avec mon père. Ouais. Mais en fait, là, on a le plus d'inspi, c'est sur le vélo, parce que tu es un peu dans le mood, quand tu es sur une piste cyclable et que c'est sécurisé, tu peux conduire et penser à autre chose en même temps. Et c'est comme ça que j'écris mes morceaux. Et en fait, j'ai commencé sur un chat, on a entendu le morceau d'un rappeur canadien qui s'appelle Baba Brinkman. Le morceau, il s'appelle IPCC Rap. Du coup, ça veut dire GIEC Rap en anglais. Et du coup, ça résume les rapports du GIEC. Et les gens disaient, mais elle est super cette chanson, mais il n'y a pas la version en français. Du coup, avec mon père, on s'est dit, bah... pourquoi pas la traduire, ça pourrait être rigolo, comme ça. On devait la chanter tous les deux, sauf que je lui ai dit, bon, comme tu chantes pas hyper bien, je préfère la faire tout seul. Et c'est comme ça que... D'ailleurs, on se posait des questions. J'avais 8 ans à l'époque, j'étais là. On était là. Comment faire? Du coup, on a contacté une association qui nous a dit de désactiver les commentaires. Et après, cette chanson, on l'a fait écouter à des amis qui nous ont dit « Mais elle est super, mais elle est hyper triste. » Et c'est vrai que ça parle de guerre, de famine, de maladie. C'est pas le plus joyeux.
Et du coup, on a repris la quête d'Orelsan, parce que j'aime bien Orelsan, et on a fait Ma journée. Je l'ai chanté à la fin d'une manifestation pour le climat avec les Youth for Climate et, à Nantes. Et cette manifestation, il y avait aussi un autre rappeur qui chantait, qui s'appelait Adam l'Ancien. Et il m'a dit, demain, je chante dans un bar, donc si tu veux venir avec moi pour rapper sur le climat, viens. Et c'est comme ça que j'ai fait des open mic. Et ensuite, j'ai eu des articles et c'est comme ça que j'ai pu sensibiliser un max. Alors, bravo. En plus, tu as même été invité sur une émission culte qui s'appelle Planète Rap. Donc, tu as rencontré des rappeurs âgés, donc plus âgés. Comment ils ont réagi à tes textes, à ton flow? Parce que, déjà, est-ce que tu penses que les rappeurs d'aujourd'hui parlent d'écologie? Ils ont eu des réflexions avec toi? Ils parlent pas énormément d'énergie, mais en fait, au début, ils étaient là. Ah ouais, ok, ouais. Enfin, ils sont entrés dans le mood, justement, et c'est ça qui est intéressant avec l'art, c'est qu'on peut sensibiliser les personnes qui aiment cet art en même temps. Et à la fin, ils ont dit, ah ouais, c'est vrai que c'est un bon sujet, le climat et tout. Et c'est ça que je recherche, en fait. Ah bravo. T'as envie de nous faire un dernier petit morceau pour conclure ou pas? Ok. Comme ça, Ferris aussi, il y assiste. J'aimerais bien que vous clapiez dans les mains avec moi. Tu veux une nouvelle définition de hardcore? Regarde le site du GIEC et leurs nombreux rapports. Ils affirment que la planète se réchauffe plus d'août possible et que les océans sont devenus 30% plus acides, que la chaleur va dans les zones océaniques et se concentre en Arctique. Personne ne panique. La concentration de gaz à effet de serre est plus haute que les derniers millions d'années dans l'atmosphère. L'homme émet 40 gigatonnes de CO2. Faudra des siècles pour qu'il en disparaisse un peu. Je te lis de la science implacable, impartiale. Je ne te blâme pas si t'es dans le déni total. L'évolution a fait de nous des êtres court-termistes. Pas de sang, pas de couverture médiatique simple et triste. Laisse le rap des enfants te dépeindre le tableau. Grosse zone de turbulence, tu vas tomber de haut. Du bruit! Merci. Merci à Ferris Barka, à Mariam et à Jean Jouzel. Merci, on est là pour le climat ou pas? Bravo, merci César. Merci à vous, merci beaucoup Jean d'être venu ici. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Nantes. Ferris, merci à toi. Bon courage pour la suite et pour tous tes projets, tout simplement. Et merci à vous tous d'avoir assisté. Merci beaucoup Myriam. Avec plaisir. Merci à tous.